La conférence sur la francophonie a été une conférence chargée, surchargée. C'est tellement captivant, c'est tellement émotionnel. Il y avait même les observateurs des pays pas tout à fait francophones qui étaient dans la salle, tant de monde qui présentait. Et je voyais notre président venir majestueusement présenter le pré-accouchement de la conférence. En souhaitant la bienvenue au Niger, je déclare ouverte la deuxième conférence des pays entièrement ou partiellement de langue française. Quand on parle aujourd'hui de la francophonie, les gens ne voient en général que le président Senghor et Bourguiba. C'est normal, face au premier agrégé africain, Senghor, et face à un grand avocat également formé par les Blancs, Bourguiba, un instituteur sorti de William Ponty, on peut considérer qu'il ne représente rien. Mais en tant que responsable, chargé de la mise en place de cette structure qu'on va appeler plus tard l'Agence de coopération culturelle et technique, Diori Hamani avait la redoutable mission de faire tout le débat diplomatique avec les États francophones. Ce grand ensemble aujourd'hui, si vous reprenez l'histoire, a été l'œuvre de ce Nigérien intelligent, politiquement correct si on doit dire, que tout simplement parce qu'il cultive la fraternité entre les pays, parce qu'il cultive, et avec beaucoup d'humilité. Et c'est lui qui a pris conscience très tôt de la qualité de l'homme. Et il n'a cessé de cultiver la valeur de l'homme. Et c'est pour ça que ce soit ses aînés, que ce soit les autres, ont été unanimes, les années plus tard, à le mettre à la tête de ce parti, du PPN. Par la suite, il y a eu un différend au sein du PPN-RDA, section nigérienne du Rassemblement démocratique, qui nous a conduit, avec les camarades Bakary Jibo, à créer l'UDN, l'Union démocratique nigérienne, pour le triomphe de la liberté et de la démocratie. Et ça va. La branche du PPN-RDAC qui nous a divisés, elle était du côté de Fouette. Boubou et Diori étaient des partisans de Fouet. Et nous, on était contre. Évidemment, en ce moment, nous, on avait beaucoup de renseignements sur la vision de la France dans le contenu de la communauté franco-africaine et de l'indépendance qu'on voulait nous octroyer. L'indépendance, quiconque la voudra, il pourra la prendre aussitôt. Est-ce que vous avez vu un pays où on vend la liberté sur un plateau? La liberté, on ne la vend pas comme ça. Tous ceux qui se sont affranchis par des dures luttes. Après, ça a été le référendum de 1958. Et c'est là où il y a eu la grande coupure. D'un côté, le nom de Jibo Bakary et de l'autre, le oui du RDA. Toutes les menaces ont été faites. Au cours d'un meeting, le commandant a dit « Ah, bon, si vous votez non, nous, la France va partir. » Un vieillard habillé d'un boubou en bande de coton a dit « Hey, regarde ça, c'est la France qui a apporté ça. Vous ne vous avez pas trouvé lui. Si vous voulez partir, il faut partir. » Donc vous voyez des illettrés qui, même en ce moment, des vieillards, avaient conscience du profond sens de la liberté. Le nom l'a emporté, il faut le dire. Le nom l'a emporté. Mais on a falsifié pour que le oui passe. Le RDA s'est retrouvé
à la tête du pays et maintenant, proclamation de la République en décembre, etc. Nous devenons membres de la communauté franco-africaine et Djori Hamani devait donc s'occuper du pays. Toutes les hautes personnalités traditionnelles et coutumières ont été conviées à venir assister à la proclamation de l'indépendance ici à Niamey. Il y avait beaucoup de monde, beaucoup de cavaliers, beaucoup de chameliers, évidemment beaucoup d'artistes musiciens venus de tous les coins du pays. Et dans la nuit du 2 au 3 août, donc, il y a eu un grand rassemblement à la présidence de la République. Toutes les personnalités étaient là, françaises comme nigériennes. Et le coup de minuit sonné, le drapeau français a été plié, descendu et plié, et le drapeau nigérien donc a été monté. Et il y a eu des discours d'André Malraux, et puis par la suite de Djori Hamani, qui a proclamé l'indépendance du Niger. Mercredi 3 août 1960, par délégation de pouvoir que je tiens du peuple nigérien qui m'a placé à la tête de l'État, en vertu du droit de ce peuple à disposer de lui-même, je proclame solennellement l'indépendance du Niger. C'est ainsi donc que ces pionniers de l'histoire se sont mis à construire d'abord autour de 3 axes. Le premier axe, la consolidation de l'unité nationale. Le deuxième axe, l'élévation du niveau de vie des paysans et du travail. Le troisième axe, l'indépendance dans l'interdépendance. La première des choses qu'ils ont faites d'abord, et qui est excellente, c'est qu'ils ont cherché, dans le cadre de la recherche de l'unité nationale, à intégrer l'ensemble du territoire du Niger afin que ça devienne un territoire national appartenant à tous. D'où la multiplication de chefs-lieux de subdivision, donc la présence de l'administration, et puis ensuite la construction des voies de communication, surtout des routes. Ils ont beaucoup travaillé pour la construction des voies de communication. Au point où, en 1974, quand ils sont tombés, le Niger avait beaucoup plus de routes goudronnées que la Guinée forestière, que la Haute-Volta, que le Mali, en 1974. Le pouvoir du RDA s'est mis à construire des routes, Et vous connaissez l'exemple de la route de l'unité et de la coopération canado-nigérienne qui a été construite sous la surveillance de l'officier Tanja Mamadou. Cette route qui a été construite de Niamey donc à Djigimi. Le président Djori a compris à l'époque la bataille pour le développement de ce monde rural ne peut se faire qu'à travers le plein emploi au niveau du monde rural. Et toutes ces actions qui sont gérées au niveau du monde rural, ça a commencé d'abord par la création de la BDRN. Il fallait une banque. Et cette banque a été financée avec l'argent des paysans nigériens et de tout un chacun au Niger. Parce qu'un emprunt national a été levé et grâce à cet emprunt national, toutes les familles du Niger, tous les villages, tous les cantons, toutes les tribus ont pu contribuer à la formation du capital de la Banque de développement de la République du Niger. Ensuite, sur le plan industriel, alors là, c'était un véritable décollage. À l'indépendance, il y avait 3 usines au Niger. 3. Et une seule usine privée ici à Niamey. Lorsque le pouvoir de RDA a été chuté le 15 avril 1960,
nous avons inventorié 66 sociétés industrielles et commerciales qui ont été créées en 15 ans. 66. Et voilà le grand mérite donc du pouvoir du RDA. En fait, quand nous étions étudiants et que nous critiquions le régime de Jory, en fait, on n'avait pas beaucoup raison de le critiquer sur le plan économique. On avait raison de le critiquer sur le plan politique. Jusqu'à 1957, il y avait au moins 5 partis politiques au Niger. Et tout le monde était content, chacun militait dans les partis de son choix. En 1958, bon, à la faveur du référendum, il y a eu des alliances. Et le RDA a profité de ces alliances-là pour pratiquement intégrer et digérer tous les autres partis sauf le Sahaba. Et en novembre 1959, il a interdit le Sahaba. Et il devient le seul coq dans le poulailler du Niger. Voilà le problème. Donc des gens profitent de la démocratie pour tuer la démocratie. Il voulait faire concurrence à Jory qui était avec la France. Lui, il est resté avec les Chinois. Il a créé son parti. Ce que je lui reproche, moi, c'est d'avoir envoyé des terroristes. Voilà ce qui n'a pas marché pour moi. Nous avons eu à faire face à des commandos organisés, éduqués, équipés et financés par les Chinois, commandos qui se sont attaqués à la République du Niger en plusieurs points à la fois à partir du 3 octobre 1964. Nous estimons à l'époque qu'on n'était pas réellement indépendant, alors qu'on devait être réellement indépendant. On venait de sortir fraîchement de la colonisation dans le cadre d'une indépendance octroyée. Mais on admirait la Guinée qui a arraché son indépendance par un vote. Et on admirait l'Algérie qui était en train de se battre les armes à la main pour arracher son indépendance. Et on a admiré des peuples qui ont arraché leur indépendance par les armes, tels que les peuples de l'Indochine. Il y avait les débats entre fédéralistes et antifédéralistes. Les fédéralistes, c'était les Senghor, les Mamadou Dia, évidemment. Ils ont voulu créer la Fédération du Mali sur la base des cendres de l'AOF. Ils ont déjà commencé et ils voulaient bâtir une fédération du Mali avec le Sénégal, avec le Soudan, avec la Haute-Volta, avec le Dahomey et le Niger. La Guinée étant devenue indépendante de son côté là-bas, la Côte d'Ivoire ayant refusé. Mais malheureusement, au moment où nous avons commencé à avoir notre autonomie, eh bien, il y avait des chefs d'État africains qui ne voulaient plus rester dans ce cadre-là qu'ils considéraient comme un carcan. C'était surtout la Côte d'Ivoire riche de Houphouët-Boigny, qui ne voulait pas du tout que l'AOF soit conservée parce qu'elle estimait que l'AOF fonctionnait avec l'argent de Côte d'Ivoire. Et pourtant, toutes les infrastructures de communication, les routes, les voies ferrées, les ports, les aéroports de l'AOF ont été construits de 1900 à 1960 avec l'argent de l'AOF. Donc notre argent à nous tous. Le port d'Abidjan, le port de Dakar, l'aéroport d'Abidjan, l'aéroport de Dakar, le chemin de fer Dakar-Niger qui s'est arrêté à Bamako, le chemin de fer Conakry-Kankan qui s'est arrêté à Kankan, le chemin de fer Abidjan-Niger qui s'est arrêté à Ouagadougou, le chemin de fer Cotonou, Dao-Niger qui s'est arrêté à Parakou, tous ces chemins de fer-là ont été construits avec l'argent de l'AOF, donc notre argent à tous. Et ils en ont profité, mais nous on n'en a pas profité. Et maintenant c'est Houphouët-Boigny qui a manœuvré pour casser cet élan de création de la grande fédération du Mali. Il a tiré Jory de son côté, donc il a tiré le Niger. De l'autre côté, il a extrait le Dahomey de Hubert Maga. Et la Haute-Volta, c'était avec beaucoup de problèmes, des manifestations et un début de guerre civile avec des archers qui ont encerclé le Parlement pour que le Parlement de la Haute-Volta ne vote pas l'adhésion de la Haute-Volta à la Fédération du Mali. Donc il a rassemblé ses amis, le Jory, le Hubert Maga, le Maurice Améoko, il les a rassemblés, il dit bon, ben écoutez, nous on va faire notre affaire, qui est une affaire souple, qui n'est pas une fédération, mais qui est une entente entre nous, le Conseil de l'entente. Et on voit que le Conseil de l'entente continue encore à vivre, il continue à fonctionner, il continue à financer des investissements en matière d'hydraulique par exemple, en matière du commerce de bétail et de viande entre les pays, en matière de vaccination. Bon, mais
ça ne nous a pas conduit vers une intégration de nos États, intégration pouvant nous conduire vers leur fédéralisation. Voilà le problème. Maintenant, Diori, le même Diori qui a refusé donc de s'intégrer dans un processus fédéral ici chez lui, il a pourtant lutté pour que le Nigeria reste fédéral. Diori Hamani était bien placé pour jouer un rôle central dans cette affaire. 1500 km de frontières entre nous et le Nigeria. Notre deuxième partenaire économique après la France. Nous partageons un certain nombre d'ethnies ensemble. Et cette insurrection a été appuyée par des pays tels que la Côte d'Ivoire, le Gabon, la Zambie, la Tanzanie. Nous n'entendons pas que l'Afrique qui vient d'accéder à l'indépendance, qui se mobilise pour la conquête de son indépendance économique, que cette Afrique puisse être perturbée par la force d'autres Africains. Diori a dit que ce n'est pas possible, lui il ne peut pas se mettre du côté du Ojukwu, comme le lui demandait au Fouad Boigny de la Côte d'Ivoire et le général de Gaulle de France. Il a dit non, je ne peux pas faire ça, et ça ne m'arrange pas moi-même, parce que si jamais j'encourage cette sécession là-bas, je risque d'en avoir une chez moi. Et c'est comme ça que Diori Hamani a aidé le général Gowon, chef d'État du Nigeria, chef des armées, à se procurer des armes par l'intermédiaire du capitaine à l'époque Sanusi Nasido. Et voilà comment le Niger a aidé le Nigeria, tant du point de vue recherche des armes que du point de vue approvisionnement en divers matériels ou même en alimentation et même en hommes. Parce qu'il y avait beaucoup de Nigériens qui sont partis s'intégrer dans l'armée nigérienne pour pouvoir lutter contre la sécession de Ojukwu. Il y en a même qui sont devenus des officiers. Mais il faut retenir que les années 60-70, c'était les années de la guerre froide. Et la guerre froide favorisait le coup d'État. Les puissances occidentales cherchaient coûte que coûte à maintenir sous le giron nos États. Tant qu'un chef d'État reste tranquille et obéissant vis-à-vis de l'ancienne puissance coloniale et vis-à-vis du camp occidental, et qu'il répondait à leurs desiderata, et qu'il n'avait pas de penchant pour Moscou et pour les pays socialistes, il était garanti de rester tranquille. Sinon, il y avait Focard qui était là, le conseiller, le secrétaire général à la présidence de la République de France, qui était le comploteur par excellence et qui jouait tous les coups d'État. Ça, déjà, c'était suffisant. Et Diori, dans ce cadre-là, Diori a commencé à avoir quelques petites relations avec les pays de l'Est, avec l'Union soviétique, mais il n'est pas allé très loin. Mais par contre, il est allé très loin dans ses relations avec certaines puissances occidentales, du camp occidental même, autre que la France, ce qui était encore un crime. Diori a commencé à nouer de très bonnes relations avec le Canada. Et même à l'intérieur du camp occidental, il y a quand même le clivage anglophone-francophone. Et le clivage France-États-Unis. Le Niger, c'était la chasse gardée de la France. Et maintenant, le Canada a commencé à s'y introduire. Et le Canada, c'est pratiquement le cheval de Troie des États-Unis. Dans l'intérêt du Niger et pour le bien du Niger, dans le cadre de la recherche des amitiés et des financements, Diori a eu des relations avec le Canada à partir de 1968. Et c'était une faute. Le même problème s'est produit justement par rapport à ça, quand le Canada voulait financer la route de l'unité. Cette route qui était indispensable au Niger. Eh bien, les Français voyaient ça d'un mauvais œil. La lutte fut âpre pour que l'ACDI commence à financer cette fameuse route aujourd'hui qui fait la fierté des Nigériens sur le sobriquet du nom, la route de l'unité et de la fraternité avec le Canada. Diori était très ami au Canada fédéral. Le général de Gaulle est allé au Canada, au Québec, le Québec francophone, qui aspirait à l'autonomie et même à l'indépendance. Et il a poussé son vive le Québec libre. Donc pour cette francophonie, jusqu'à ce que la CCT soit créée, avec la présence de Jean-Marc Léger, Diori n'a sans cesse d'avoir des problèmes avec l'administration française, qui était alimentée par les lobbies français qui voulaient créer le problème du Québec. En 1968, il y a eu une tentative de coup d'État. Diori était au Canada.
En mai 1968, la France était en ébullition. Jory était au Canada. Quand on lui a téléphoné, on a dit rentre vite au pays. Il y a une tentative de coup d'État. Il est rentré d'Ardard. Et avait un complot tendant à le renverser. C'est dans ce cadre-là. Les colonisateurs, anciens colonisateurs, ils veulent toujours continuer à nous exploiter comme dans le pacte colonial, où ils ont fait de nos pays des réservoirs de matières premières pour leurs industries et des débouchés pour les produits industriels de leur société. Et ils veulent continuer comme ça, dans cette logique-là, dans le cadre de la détérioration des termes de l'échange et d'un commerce inéquitable. Ils veulent continuer comme ça. Maintenant, quand le Niger a commencé à exploiter son uranium, et la France, évidemment, voulait tirer le meilleur profit possible et avec peu de profit pour le Niger. Déjà, en 1954, la France exploitait l'uranium nigérien. On les prenait dans les hélicoptères. On l'a amené au Hogar. De là-bas, on a amené ça à Oran. Et de Oran sur la mer à Mers el-Kébir. Et la France, nous pouvons dire que sa première bombe atomique, quand même, elle l'a faite avec l'uranium nigérien gratuitement. Plus Jory Hamani revendiquait davantage d'argent dans le cadre de l'exploitation de l'uranium par la France, à travers la société La Somaï, et plus le gouvernement français s'effarouchait. Et il se demandait, mais au fond, c'est qui ce Jory-là qui de plus en plus devient rebelle par rapport à nous. Surtout que Kadhafi, qui venait de prendre le pouvoir en 1969, a commencé lui aussi à jeter chez Jalon ici au Niger pour avoir une coopération de plus en plus serrée avec le Niger de Jory Hamani. Et Kadhafi était considéré à l'époque comme un révolutionnaire pro-soviétique qui a nationalisé toutes les compagnies pétrolières anglo-américaines et qui était en train de construire ce pays sous des bases socialistes. Je porte témoignage même devant Dieu. Il m'a dit, les négociations sur l'uranium piétinent. La commission doit se réunir le mardi 17 avril. Il me dit, tu prends les dispositions au cas où les choses n'avancent pas et que nous serons obligés d'aller jusqu'au bout en défendant les intérêts du Niger, nous nationalisons la Somaï. Et quand on sait qu'à l'époque, le Niger produisait de 1000 tonnes à 1500 tonnes, vous comprenez que c'est de 70 milliards à 250 milliards qui échappaient au budget de ce pays. Qu'à l'époque, l'uranium gabonais aussi était exploité par la France. Donc le débat, il fallait l'élargir. Ils étaient venus ici, mais la délégation française a dit qu'elle n'était pas venue pour discuter du changement du prix d'uranium. Ils se sont séparés. Le 2 avril, Pompidou mourait. Jory Hamani se rend aux obsèques à Paris. Le 4, il rencontre le Premier ministre français et il lui demande. Je voudrais que cette réunion se fasse avant le 18, parce que le 19 avril, je dois me rendre au niveau des Nations Unies pour plaider la cause des matières premières. Et de manière inconséquente peut-être, il donnait l'information de sa mise à mort à ses ennemis. La suite, vous la connaissez. Le 6 avril, il est rentré à Niamey. Le 14 avril, la nuit du 14 au 15 avril, les bourreaux français ont décidé, comme le disait Bolin, la décision chirurgicale. Nigérienne, Nigérien, ce jour, 15 avril 1974, l'armée a décidé de prendre ses responsabilités en mettant fin au régime que vous connaissez. Ils ont fait le coup d'État, prendre le pouvoir, je l'ai écrit, j'ai dit pour prendre le pouvoir et pour garder le pouvoir. Pour prendre le pouvoir, on a fait un coup d'État dans lequel Aïssa, la femme du président, une civile. Comment est-ce que les militaires vont faire un coup d'État et puis tuer des civils, aller tuer une femme dans son salon? Non, moi je trouve là aussi, c'est pas sérieux. Ils ont pris comme prétexte la famine, paf, ils sont venus, ils ont renversé le régime de leur père, et grands-pères, de leur père surtout, et de leurs grands frères. Cela
même qui les ont conduits à l'indépendance, et qui ont contribué à leur formation scolaire et militaire. Voilà. C'est parti comme ça. Maintenant, vous voyez, l'histoire est un perpétuel recommencement, comme dirait un historien, et un autre dit que l'histoire ne se répète jamais. C'est des bons sujets de philosophie et même d'histoire, des preuves de philosophie et même des preuves d'histoire. En tout cas, au Niger, l'histoire se répète. L'histoire de 1974 s'est répétée en 1996, elle s'est répétée en 1999 et elle s'est répétée le 18 février 2010.